Chaque matin, c'est comme être à la porte d'un château en flammes. Soit tu entres avec stratégie et épée à la main, soit le feu te consume avant que tu ne comprennes ce qui se passe. Aussi brut, aussi réel. Se réveiller n'est pas seulement ouvrir les yeux, c'est ouvrir le champ de bataille. Et beaucoup, sans le savoir, foulent ce sol sacré, désarmé, désorienté, distrait. Ensuite, ils se demandent pourquoi ils ont l'impression que la journée les écrase. Pourquoi ils passent leur temps à éteindre des incendies plutôt qu'à construire quelque chose? Pourquoi tout semble hors de contrôle? La réponse est juste là, dans ce premier moment, lorsque tu décides d'être celui qui commande ta vie, ou celui qui la laisse en pilote automatique. Ce n'est pas une exagération. Les premières heures de la journée ne sont pas seulement un commencement. Elles sont une déclaration de guerre. Ce que tu penses, ce que tu fais, ce que tu permets d'entrer dans ton esprit à ce moment-là, définit ton focus, ton énergie, ta clarté et ton pouvoir. Si tu ne le décides pas, l'algorithme, la routine, les nouvelles, l'anxiété, le bruit extérieur le décideront. Les stoïciens le comprenaient mieux que quiconque. Pour eux, chaque jour était une occasion d'affiner le caractère. Ils ne vivaient pas en espérant que tout serait facile. Ils vivaient prêts à résister, à agir avec intention, à se lever avec force, même quand tout semblait s'effondrer autour d'eux. Et ce n'est pas de la poésie ancienne, c'est une pratique quotidienne. C'est ce qui nous manque le plus aujourd'hui, un début ferme, sobre, réel. Cette vidéo n'est pas une invitation à te réveiller avec un sourire forcé, c'est un avertissement, un guide pour que tu prennes ces premières heures et les transformes en ton terrain d'entraînement. Nous allons voir 8 leçons inspirées du stoïcisme, de la discipline pratique et de la psychologie réelle de celui qui en a assez de vivre perdu. 8 mouvements que tu peux faire dès la première respiration consciente de la journée. Parce que si tu maîtrises tes matins, ce qui vient après ne te renverse pas. Il te suit. Et si tu penses encore que c'est juste un autre conseil pour avoir des habitudes, alors peut-être que tu n'es pas prêt à conquérir ton château. Organise le champ de bataille. Imagine que tu es un guerrier au milieu du chaos. Tu es sur le point de livrer une bataille importante, mais quand tu sors de ta tente, tout est en désordre. Ton armure est jetée, tes armes sont sales, et tes alliés ne savent même pas quoi faire. Quelle est ta probabilité de gagner ainsi? C'est exactement ce que tu fais chaque matin quand tu laisses ton environnement en désordre. Quand tu te lèves et que tu vois des vêtements jetés, des assiettes sales, des papiers accumulés, des choses hors de place, tu commences la journée au milieu d'une tranchée pleine de distractions. Ton esprit le remarque, ton corps le ressent, et même si tu ne le dis pas à haute voix, tu as déjà commencé à perdre. Les stoïciens parlaient beaucoup de l'ordre, non pas comme une obsession, mais comme une préparation. Sénèque disait que une vie ordonnée est une vie qui se domine elle-même. Parce que quand tu mets de l'ordre autour de toi, tu mets aussi de l'ordre à l'intérieur de toi. Ton environnement n'est pas quelque chose de neutre. C'est un reflet de ton état mental et, en même temps, une influence directe sur lui. Et il ne s'agit pas seulement d'esthétique, il s'agit de contrôle. Quand tu prends 10 minutes pour faire ton lit, nettoyer ton espace, ramasser ce qui est hors de place, tu envoies un message silencieux mais puissant à ton cerveau. Je suis en contrôle. C'est mon territoire. Ici, le chaos ne règne pas. C'est moi qui commande. Et ce petit acte change tout. Parce qu'un environnement ordonné te donne de la clarté. Il te permet de penser mieux, de bouger mieux, de décider mieux. C'est comme nettoyer le brouillard avant de conduire. Ce n'est pas quelque chose que tu fais à l'extérieur. C'est quelque chose qui change la façon dont tu affrontes ce qui vient. Maintenant, tu penses peut-être, mais j'ai des choses plus importantes à faire que de ranger ma chambre. Faux. Il n'y a rien de plus urgent le matin que de construire la structure mentale à partir de laquelle tu vas opérer. Et cette structure est construite avec de petits actes de discipline, avec des décisions qui, bien que minimes, t'alignent avec une version de toi-même plus forte et plus concentrée.
Ranger ton espace est aussi une façon de protéger ton énergie. Parce que chaque objet hors de place, chaque coin sale, chaque chose en attente que ton regard atteint, est une petite fuite mentale. C'est comme avoir 100 fenêtres ouvertes sur ton ordinateur. Même si tu ne les utilises pas, toutes consomment des ressources. Et tôt ou tard, tu t'effondres. C'est pourquoi, dès que tu déclares ta victoire au réveil, la prochaine étape est d'organiser le champ de bataille. Non pas comme une tâche, mais comme un acte d'affirmation. Tu ranges parce que tu es quelqu'un qui construit quelque chose de sérieux. Parce que tu ne peux pas penser clairement au milieu du désordre. Parce que le chaos externe se filtre toujours à l'intérieur. Et tu ne peux pas te permettre ce luxe. Fais-le simple. Fais-le vite. Fais-le tous les jours. Fais que ton espace reflète qui tu es quand tu es à ton meilleur niveau. Que ton lit fait, ton bureau propre, ton environnement dégagé, parle pour toi-même quand tu ne dis pas un mot. 2. Protège ton esprit en ouvrant les yeux. Ton esprit, au réveil, est comme une forteresse aux portes ouvertes. Il n'y a pas encore de gardes en position. Il n'y a pas de filtre, pas de défense. Tout ce qui entre à ce moment s'installe profondément, sans résistance. C'est pourquoi la première chose que tu laisses entrer définit l'état mental avec lequel tu vas fonctionner le reste de la journée. Et la plupart des gens, dès qu'ils ouvrent les yeux, laissent l'ennemi entrer sans frapper à la porte. Notifications, réseaux sociaux, messages, courriers, actualités, bruit, informations qu'ils n'ont pas choisies, qui ne les construisent pas, qui ne servent qu'à une chose, affaiblir l'esprit dès la première minute. Et qu'espères-tu ensuite? Clarté, concentration, tranquillité? Il est impossible d'avoir un esprit fort lorsque tu le nourris de déchets dès le réveil. C'est comme prétendre construire un temple sur un terrain contaminé. Les stoïciens étaient impitoyables à ce sujet, non pas parce qu'ils vivaient dans un silence absolu, mais parce qu'ils savaient que l'esprit est sacré, et ce que tu permets d'entrer en lui le transforme. Épictète le disait clairement, ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons sur elles. Mais comment vas-tu avoir de bonnes opinions, de bons jugements, si la première chose que tu consommes est la confusion du monde? C'est pourquoi ce point est clair. Protège ton esprit en ouvrant les yeux. Sois intentionnel, sois jaloux, sois radical, si nécessaire. Parce que ce qui se passe dans ces premières minutes après le réveil se multiplie pendant la journée. Si tu entres en pilote automatique, tu es rempli d'anxiété, de comparaison, d'urgence. Mais si tu entres avec conscience, avec contrôle, avec pleine attention, ton esprit devient un outil, pas un piège. Fais-en une habitude inébranlable. Ne regarde pas ton téléphone dans les premières minutes de la journée, ni par habitude, ni par impulsion. Ne te connecte pas au monde avant de t'être connecté à toi-même. Fais une pause, respire, observe ton environnement, écoute le silence, sens-toi présent. Rappelle-toi ce que tu fais ici. Tu n'as pas besoin de méditer comme un moine, ni d'avoir une routine d'1 heure. Il suffit de protéger l'espace mental. Quelques minutes de réflexion, d'écriture, de gratitude suffisent, ou simplement d'être, en silence, en conscience, en contrôle. Parce que dans ce petit espace, quand personne d'autre n'est encore entré, c'est là que tu peux choisir la direction que ton esprit va prendre. Le problème n'est pas le monde. Le problème est que tu ouvres la porte trop tôt. Tu t'exposes avant d'être prêt. Tu commences à courir sans t'être échauffé. C'est ce qui te brise. Non pas la journée, mais comment tu y arrives. Protéger ton esprit est un acte de respect envers toi-même. C'est déclarer que ton attention a de la valeur, que tes pensées ne sont pas aux enchères, que ta paix n'est pas négociable. C'est comprendre que tu ne peux pas changer le monde depuis la confusion, mais que tu peux y faire face depuis la clarté. Fais-en une loi interne. Personne n'entre dans ton esprit avant toi, ni le bruit, ni les réseaux, ni les problèmes, ni le passé. Rien, toi d'abord, ta voix, ton intention, ta vision. 3. Donne vie à ton corps de l'intérieur. Se réveiller est comme allumer un feu de camp au milieu du froid. Une simple étincelle ne suffit pas. Tu as besoin de carburant.
Si tu ne nourris pas le feu, si tu n'en prends pas soin dès le début, il s'éteint rapidement. Et quand le froid du monde arrive, car il arrive toujours, il te trouve faible, tremblant, sans force pour répondre. C'est ainsi que fonctionne ton corps chaque matin. Tu as dormi, oui, mais cela ne signifie pas que tu es prêt. Le feu intérieur est bas, ton système est lent. Tu es déshydraté, enflammé, portant des toxines qui se sont accumulées pendant ton sommeil. Et si tu ne fais rien à ce sujet, cet état t'accompagne tout au long de la journée. Peu importe combien de tâches tu as, combien tu veux performer, si tu n'allumes pas le feu, tu te déplaces avec l'énergie d'une bougie sur le point de s'éteindre. La première chose qui entre dans ton corps chaque matin devrait être le respect, de l'eau propre, de l'oxygène profond, un mouvement conscient. Pas un café pour combler le manque de sommeil, pas un petit déjeuner lourd pour combler les vides émotionnels, pas des heures d'inertie devant un écran. Respect, parce que si ton corps s'affaiblit, ton esprit se traîne aussi. Et quand cela arrive, tu perds beaucoup plus que de la productivité, tu perds ta présence. S'hydrater au réveil n'est pas une recommandation de magazine de santé, c'est une stratégie biologique. Tu es fait d'eau, ton sang, tes organes, ton cerveau, tout dépend de ce liquide basique que beaucoup ignorent, jusqu'à ce que le corps leur présente la facture. Bois de l'eau dès que tu ouvres les yeux. Fais-le comme si tu éteignais une alarme interne. Parce que c'est ce que tu fais. Tu libères le système, tu nettoies le terrain, tu oxygènes tes décisions. Ensuite, bouge, étire tes muscles, sens ton poids. Rappelle-toi que tu as un corps avant d'agir comme si tu n'étais qu'un esprit. Tu n'as pas besoin de t'entraîner comme un athlète, juste de t'activer comme un être humain. Parce que si tu ne bouges pas, tout le reste ralentit. La circulation, la digestion, la pensée, l'humeur. La stagnation ne se remarque pas tout de suite, mais elle s'accumule. Et quand elle explose, elle le fait sous forme de fatigue chronique, d'irritabilité, d'anxiété ou de maladie. Ce point est simple, mais profond. Avant de conquérir ton agenda, conquiers ta biologie. Avant de répondre aux messages, réponds à ton corps, parce qu'il est le premier soldat de ton armée. Si tu le négliges, n'espère pas gagner aucune bataille importante. Et il ne s'agit pas de chercher la perfection, mais la connexion. Sentir que tu es avec toi, de l'intérieur, dès le matin. La vie moderne te pousse à aller directement à la performance, à la vitesse, à l'action. Mais le corps n'obéit pas à l'urgence artificielle. Il obéit à la constance, aux soins, à l'énergie réelle. Et cette énergie ne s'achète pas. Elle se cultive, elle s'allume. Alors commence simplement. Eau, respiration, étirement, intention. Ne le fais pas comme une tâche de plus. Fais-le comme un engagement envers toi-même. Parce que c'est le cas. Parce que si tu ne prends pas soin de ce qui te soutient, tout le reste s'effondre. 4. Réveillez-vous avec le soleil, pas avec des écrans. Se réveiller, c'est comme ouvrir une fenêtre après une tempête. Dehors, le monde respire à nouveau. Il y a du silence, une lumière douce, un moment de pause avant le bruit, avant le mouvement, avant que tout n'explose à nouveau. Cet instant, cet espace délicat et puissant est à vous. Et beaucoup le donnent sans même s'en rendre compte. Parce qu'à peine ils ouvrent les yeux, la première chose qu'ils cherchent n'est pas la lumière du soleil. C'est la lumière d'un écran, et c'est une erreur brutale. L'écran n'est pas seulement un objet, c'est une porte. Une porte qui relie votre esprit à des milliers de voix, d'images, d'attentes, de problèmes et d'urgences, qui ne sont même pas les vôtres. Vous entrez dans un monde que vous ne contrôlez pas avant même d'avoir contrôlé le vôtre. Et cela vous brise de l'intérieur. Lentement, sans que vous vous en rendiez compte, il vous emporte. Il vous fait commencer la journée avec de l'anxiété, de la comparaison, de la distraction. Le soleil, en revanche, ne demande rien de vous. Il ne vous pousse pas. Il ne vous demande pas de résultats. Il est juste là, vous donnant une lumière réelle, une énergie réelle, un rythme naturel. Votre corps, votre cerveau, vos hormones, tout est conçu pour s'aligner avec lui. Pas avec un téléphone, pas avec un réseau social, pas avec une nouvelle que vous ne pouvez pas changer. Les stoïciens n'avaient pas de technologie.
Mais ils avaient quelque chose de mieux, la conscience du temps. Ils savaient que les premières heures de la journée étaient sacrées, non pas parce qu'elles étaient mystiques, mais parce qu'elles étaient propres, vides de pollution mentale, vides de bruit. Elles étaient un terrain fertile, et ils en profitaient pour penser clairement, bouger avec un but, décider avec force. Aujourd'hui, ce terrain existe à peine, parce que nous l'envahissons nous-mêmes avec un seul geste, déverrouiller l'écran. Se réveiller avec le soleil n'est pas une idée romantique, c'est un acte de rébellion. C'est dire au monde, d'abord moi, d'abord mon esprit, d'abord mon énergie. C'est revenir à l'essentiel, à ce qui ne dépend pas de la connexion, de la batterie ou du signal. C'est regarder dehors avant de regarder à l'intérieur d'un écran. C'est respirer, sentir, bouger, observer. Se connecter à l'environnement réel avant de laisser le numérique dicter votre état émotionnel. Et il ne s'agit pas de diaboliser la technologie, il s'agit de la remettre à sa place, parce que le problème n'est pas l'appareil, c'est le moment où vous l'utilisez. Le prix que vous payez pour commencer la journée connectée au bruit est votre concentration, votre présence, votre clarté, et vous le payez tous les jours. Faites un pacte avec vous-même. Pendant les premières minutes de la journée, l'écran n'entre pas dans votre monde, ni pour vérifier les messages, ni pour lire les nouvelles, pas même pour vous distraire. Au réveil, la première chose qui entre dans votre esprit doit être réelle. Lumière réelle, air réel, mouvement réel, parce que c'est la base d'un esprit solide et d'une journée bien construite. Levez-vous, ouvrez une fenêtre, laissez entrer le soleil, marchez un peu. Respirez profondément, sentez votre corps, écoutez le silence s'il y en a, et s'il n'y en a pas, créez-en un interne, un espace de clarté avant le chaos, parce que lorsque vous commencez la journée avec vous-même, le reste du monde ne vous domine plus. 5. Active ton temple. Chaque matin est comme ouvrir un camp d'entraînement avant le combat. Tu n'es pas encore sur le front de bataille, mais tu sais qu'il approche. Et il n'y a que deux types de personnes. Celles qui échauffent leur corps, préparent leur armure, aiguisent leurs outils. Et celles qui vont directement au feu sans avoir bougé un seul muscle. Devine qui tombe en premier? C'est ce que beaucoup font. Ils affrontent la journée avec un corps endormi, tendu, lent. Ils veulent prendre des décisions fermes, donner le maximum, garder leur calme au milieu du stress. Mais ils le font dans une structure qui n'a pas été allumée. Et ainsi, peu importe la force mentale que tu as. Si le corps ne répond pas, tout vacille. Ton corps n'est pas seulement un outil physique, c'est ton temple. C'est le véhicule qui porte tes décisions, tes émotions, ton caractère. Et ce temple, s'il n'est pas activé dès le matin, commence à se retourner contre toi. Il devient lourd, rigide, il devient un obstacle de plus au lieu d'être une plateforme qui te propulse. L'activer n'est pas un caprice, c'est une nécessité stratégique. Bouger au début de la journée est comme vérifier tes défenses avant d'ouvrir les portes du château. Tu prépares ta structure pour le siège, parce que tu sais que la pression, le chaos, les tâches, les nouvelles, le bruit vont arriver. Et tu ne vas pas l'affronter faible, tu ne vas pas l'affronter froid, et il n'est pas nécessaire de s'entraîner comme un soldat. Ce qui est important, ce n'est pas le type d'exercice, mais l'intention. Étire tes muscles, respire profondément, fais bouger ton sang, réveille tes articulations, durcis ta posture, active tes sens, parce que lorsque le corps se réveille, l'esprit obéit. Les stoïciens comprenaient cela dans leur essence. Ils ne parlaient pas du corps pour l'esthétique ou la vanité. Ils le faisaient parce qu'ils savaient qu'il n'y a pas de vertu sans énergie. Il n'y a pas de tempérance sans endurance physique. Il n'y a pas de sagesse si ton système interne est en panne. Le corps était une partie de leur pratique spirituelle. C'était leur champ de bataille et aussi leur temple sacré. Aujourd'hui, nous l'avons oublié. Nous préférons commencer la journée en courant vers les tâches, en sautant les repas, en ignorant les tensions, en forçant le corps à continuer sans même lui demander s'il est prêt. Et puis nous sommes surpris quand nous n'avons pas d'énergie, ni de force, ni de résistance émotionnelle.
Ce n'est pas un mystère, c'est de la négligence. C'est pourquoi, chaque matin, avant de faire quoi que ce soit d'autre, active ton temple. Fais-le pour toi. Fais-le parce que tu sais ce qui t'attend. Fais-le parce que tu ne peux pas te battre à partir d'une base faible. Bouge même si tu n'en as pas envie. Bouge même si tu es fatigué. Bouge parce que c'est la façon la plus claire de dire « Je suis ici, je suis présent, je suis prêt ». Un corps allumé est un esprit affûté. Un corps fort est une barrière contre l'inertie. Et un corps oublié est une trahison silencieuse à ta propre grandeur. 6. Nourris ton esprit avant que le monde ne le fasse. Ton esprit, au début de la journée, est comme un terrain fertile, fraîchement labouré. La terre est meuble, ouverte, prête à recevoir des graines. Et voici la partie critique. Ces graines peuvent être les tiennes, ou elles peuvent être celles de n'importe qui. Idées, pensées, croyances, états émotionnels. Tout ce qui entre en premier va prendre racine profondément. Et c'est le problème. La plupart des gens laissent le monde semer en premier. Avant même d'avoir formé une seule idée propre, ils sont déjà en train de lire des titres de journaux, de consulter des réseaux sociaux, d'écouter les opinions des autres. Et ce n'est pas seulement de l'information qu'ils absorbent, c'est une direction. Ils cèdent le contrôle de leur concentration, de leur énergie, de leur narration interne. Ils disent au monde « Dis-moi ce que je dois penser ». Ce que je dois ressentir, comment je dois commencer la journée. C'est se rendre avant de commencer. Ton esprit n'est pas une rue ouverte pour que n'importe qui puisse y marcher. C'est un espace sacré. Et si tu ne le nourris pas intentionnellement, l'environnement le fera avec urgence. Ne t'attends pas à avoir de la clarté si la première chose que tu laisses entrer est la confusion. Ne t'attends pas à avoir de la force si le premier message de la journée est la peur, le drame ou la comparaison. Ne t'attends pas à penser librement si tes pensées ne sont plus les tiennes. Ce principe est simple mais puissant. La première chose qui entre dans ton esprit chaque matin doit venir de toi ou de quelque chose que tu as choisi consciemment. Un livre, une réflexion, un passage qui t'inspire. Quelque chose qui nourrit, qui construit, qui te connecte à ton but et non à l'anxiété collective. Les stoïciens le faisaient tous les jours. Marc Aurèle écrivait dans son journal chaque matin pour se rappeler qui il était, ce qu'il contrôlait, ce qu'il devait supporter. C'était sa façon d'ancrer l'esprit avant de sortir affronter le chaos. Il savait qu'un esprit sans direction était comme un bateau sans gouvernail. Le vent le plus fort l'emporte. Et le monde, aujourd'hui plus que jamais, souffle dans de nombreuses directions, presque toutes erronées. C'est pourquoi, avant que le monde ne te parle, parle-toi à toi-même. Ne te lève pas et ne va pas directement à l'extérieur. Lève-toi et dirige ta pensée. Lis quelque chose qui te rappelle tes valeurs. Écris une phrase qui marque ton objectif. Répète un principe qui te sert de bouclier mental. Ce qui importe n'est pas combien de temps tu le fais, mais que ce soit toi qui sèmes. Parce qu'un esprit nourri tôt est beaucoup plus difficile à manipuler. Il a un filtre, il a une structure, il a de la force. Il ne se laisse pas emporter par n'importe quel courant. Il ne se brise pas face à la première difficulté. Il ne perd pas son cap à cause d'un mauvais commentaire ou d'une nouvelle alarmante. Fais-le tous les jours, fais-le avant de toucher le téléphone, avant de répondre aux messages, avant de laisser le monde entrer dans ton espace intérieur. Que la première chose que ton esprit entend chaque matin soit ta voix, pas celle du bruit extérieur. Et si tu ne sais pas par où commencer, commence simplement. Un paragraphe d'un livre qui t'élève, une affirmation qui te redonne le focus, une question puissante. Quel type de personne veux-je être aujourd'hui? C'est suffisant pour faire la différence, parce que celui qui nourrit son esprit avec intention pense clairement, et celui qui pense clairement vit avec puissance. 7. Anticipe le combat du jour. Un commandant ne sort pas sur le terrain sans étudier le terrain. Il ne se lance pas dans la bataille sans carte, sans prévision, sans stratégie, parce qu'il sait que le chaos ne pardonne pas aux improvisateurs. Et même s'il ne peut pas contrôler chaque mouvement de l'ennemi, il peut décider comment il va répondre. C'est exactement ce que tu dois faire chaque matin.
Anticiper le combat. Parce que la journée va apporter de la pression. C'est un fait, des tâches inattendues, des gens difficiles, des nouvelles qui frappent, des moments de doute, des tentations de distraction, de petites crises qui menacent de te faire dévier de ton chemin. Si tu ne le vois pas venir, il te brise. Si tu le vois venir, tu le traverses avec la poitrine ferme. Cette étape n'est pas une obsession de ce qui pourrait mal tourner. Il s'agit de te préparer à répondre, pas à réagir. C'est te demander, dès le début de la journée, qu'est-ce qui peut me défier aujourd'hui? Quelle situation pourrait me faire perdre le contrôle? Quels combats internes sais-je déjà qui viendront? Peut-être est-ce le manque de motivation en milieu d'après-midi. Peut-être est-ce une conversation difficile. Peut-être est-ce une situation financière, une pensée négative, une distraction constante. L'important n'est pas de l'éliminer. L'important est de le reconnaître. Parce que quand tu le nommes, il perd de son pouvoir. Quand tu l'ignores, il te prend par surprise et te domine. Les stoïciens ne cherchaient pas à avoir des jours parfaits. Ils savaient que c'était une illusion. Ce qu'ils faisaient, c'était de préparer leur caractère à l'imperfection. Ils s'entraînaient mentalement chaque matin pour supporter la frustration, l'inconfort, l'échec, l'injustice. Ils n'étaient pas scandalisés par la dureté du monde. Ils se durcissaient eux-mêmes, et cette mentalité est en or, parce que tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe, mais tu peux entraîner ta réponse. Et cela commence tôt, avant que le monde ne te mette à l'épreuve. Visualise le conflit, répète la fermeté, révise ton but, rappelle-toi tes principes. C'est ça, s'entraîner pour la vraie vie. Fais-le sans drame, mais avec sérieux. Ferme les yeux un instant et dis « Aujourd'hui, je pourrais rencontrer de la frustration, des retards, des gens qui n'agissent pas comme je l'espérerais. Et pourtant, je continuerai à agir avec tempérance, avec clarté, avec force. » Fais-le bref, mais profond. Parce que tu n'as pas besoin de réciter des discours, tu as besoin d'être prêt. Demande-toi aussi « Qu'est-ce que j'ai besoin de protéger aujourd'hui ?» Ton focus, ton énergie, ta tranquillité d'esprit? Si tu ne le sais pas, tu le perdras dès que quelqu'un viendra te le prendre. Et ils te le prendront. Non pas par méchanceté, mais parce que personne ne va prendre soin de ton esprit pour toi. C'est ta responsabilité. Ce point final n'est pas une conclusion douce, c'est un cri d'alerte, parce que chaque jour, il y a un combat. Parfois externe, parfois interne. Mais il y a toujours quelque chose qui met ton caractère à l'épreuve. Et si tu n'es pas mentalement préparé à résister, tu vas perdre de petites batailles qui s'accumulent. Jusqu'à ce qu'un jour, sans savoir comment, tu te rends compte que tu vis sur la défensive. Anticiper le combat est ce qui sépare ceux qui survivent à la journée de ceux qui la conquièrent. Alors avant de sortir, avant d'agir, avant de courir, arrête-toi un instant et regarde-le en face. Demande-toi, suis-je prêt pour le pire sans perdre le meilleur de moi? Parce que c'est la vraie victoire, ne pas éviter le chaos, mais le traverser sans perdre ton centre. 8. Déclare la victoire au réveil. Se réveiller est comme sortir d'une grotte sombre après une longue nuit de bataille. Tu es désarmé, vulnérable, confus. Pendant ces premières respirations, le corps ne sait pas encore s'il doit rester au repos ou se lever. Et là, juste à ce moment-là, tout se définit. Soit tu prends le contrôle, soit la journée le prend pour toi. La plupart des gens se réveillent comme si rien n'était en jeu. Ils se lèvent comme s'ils avaient le temps garanti, comme s'ils pouvaient reporter l'effort, comme si le simple fait d'exister était suffisant pour que tout fonctionne. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. Personne ne va arrêter le chaos pour que tu trouves la clarté. Personne ne va te donner la permission de prendre le contrôle. Si tu ne le prends pas, quelqu'un d'autre le fera. C'est pourquoi la première chose que tu dois faire en ouvrant les yeux n'est pas de vérifier ton téléphone, ni de penser à ce qui manque, ni de te souvenir des frustrations de la veille. La première chose que tu dois faire, c'est de déclarer la victoire. Non pas parce que tu as déjà gagné quelque chose, mais parce que tu as besoin d'établir ta position mentale.
Parce que si tu ne te mets pas en mode conquête, ton esprit se mettra en mode survie. Et vivre sur la défensive est le chemin le plus rapide vers une vie stagnante. Les stoïciens parlaient de la journée comme d'un test, non pas comme une punition, mais comme une opportunité. Aujourd'hui, disait Marc Aurèle, je vais rencontrer l'ingratitude, l'arrogance, la trahison. Mais cela ne change pas qui je suis. C'est la déclaration. Il ne s'agit pas de crier des phrases vides devant le miroir. Il s'agit de se rappeler qui tu es, ce que tu construis, et pourquoi cela vaut la peine de tout affronter debout. Et non, tu n'as pas besoin de faire un rituel magique, ni de suivre une routine de 5 heures pour y arriver. Tu as juste besoin de t'arrêter quelques secondes, respirer, sentir que tu es vivant. Et au lieu de laisser la première pensée du jour être que tu es fatigué, en retard ou en colère, décider que tu es déjà en train de gagner, parce que tu es ici, parce que tu es réveillé, parce que tu as une autre chance, et parce que tu ne vas pas la gaspiller. Ce n'est pas une pensée positive bon marché, c'est une posture mentale. C'est comme entrer sur un ring avec les poings levés. Cela ne garantit pas que tu ne seras pas frappé, mais cela garantit que tu ne seras pas pris au dépourvu. Et cela, dans le monde réel, fait toute la différence. Alors, fais-le simplement, mais fermement. Avant de bouger, avant de parler, avant de toucher un écran, déclare ta victoire. Cela peut être à voix haute, cela peut être dans ton esprit. Mais que ce soit clair, que ton corps le ressente, que ton esprit le grave. Dis, ce jour est à moi. Peu importe ce qui arrive, je suis prêt. Je ne vais pas réagir en victime, je vais agir en maître de mon temps. Dis, je ne suis pas ici pour survivre, je suis ici pour avancer. Dis, le monde ne me doit rien, mais je me dois tout. Fais-le encore et encore, jusqu'à ce que ce ne soit plus un acte forcé, mais une habitude brutale. Parce que celui qui déclare sa victoire au réveil n'entre pas dans la journée en tant que spectateur. Il entre en tant que protagoniste. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, il y a quelque chose que personne ne te prévient quand une relation commence à se briser. Ce n'est pas que l'amour disparaît soudainement, c'est qu'il meurt en silence. Et ce silence, quand on ne l'entend pas à temps, finit par te détruire plus que n'importe quelle dispute. Au début, c'est subtil. Des messages froids, des étreintes qui ne disent rien, des conversations qui semblent forcées, mais tu le maquilles, tu le justifies, tu le nies, parce qu'accepter que quelque chose se perd fait plus mal que de se mentir. La déconnexion émotionnelle n'arrive pas toujours avec des cris ou des adieux clairs. Parfois, elle s'installe peu à peu, comme la poussière qui s'accumule dans une pièce que personne n'habite plus. Et tu restes là à te battre seul, à porter une relation qui ne tient plus, en espérant que l'autre personne réagisse, qu'elle revienne, qu'elle se rende compte. Mais elle ne le fait pas. Et pendant que tu attends, tu te brises. Le plus dangereux n'est pas le désamour, c'est ce que tu te fais à toi-même en l'ignorant. Parce que lorsque tu arrêtes de poser des limites, lorsque tu tais ce qui fait mal, lorsque tu endures par peur de perdre, tu te perds déjà toi-même. Et c'est le prix le plus élevé à payer. Cette vidéo n'est pas un réconfort, c'est un coup de fouet. Elle est pour ceux qui en ont marre de prétendre que tout va bien alors qu'ils savent au fond d'eux que ce n'est plus le cas. Elle est pour ceux qui veulent arrêter de romantiser ce qui ne fait que confondre, ce qui fait mal, ce qui vide. Et surtout, elle est pour ceux qui sont prêts à reconnaître les signes avant qu'il ne soit trop tard. Parce que oui, on peut répondre avec dignité, oui, on peut agir avec clarté émotionnelle sans tomber dans le drame ou le désespoir. Et oui, on peut aussi lâcher prise avec amour-propre, même si ça fait mal. Nous n'allons pas parler de théories impossibles, nous allons parler de pratiques réelles. Des outils que tu peux appliquer dès aujourd'hui si tu es prêt à arrêter de te mentir. 8 signes, 8 façons d'ouvrir les yeux. Et une décision. Continuer en pilote automatique ou se réveiller une fois pour toutes.
1. Arrête de maquiller les excuses à ce qui fait déjà mal. Une des manières les plus silencieuses de te briser de l'intérieur est de justifier ce qui te fait déjà du mal. Quand quelqu'un commence à s'éloigner, quand l'attention se transforme en indifférence et la présence en routine vide, le plus courant n'est pas de le reconnaître, c'est d'inventer des excuses. Tu te dis qu'il est stressé, qu'il a eu des semaines difficiles, que tout redeviendra comme avant. Tu t'accroches à cette image idéalisée de ce qu'ils étaient, ignorant ce qui se passe réellement devant toi. Ce qui fait mal pour une raison. Et même si ton esprit essaie de le déguiser, ton corps et tes émotions le savent. Tu le sens dans ta poitrine, dans la façon dont tu n'apprécies plus les moments, dans les réponses courtes, dans le silence inconfortable, dans le manque d'intérêt. Mais au lieu de l'accepter, tu le couvres de phrases vides. Tu dis que ce sont des étapes, que tu exagères, que tu dois être plus patient. Et peu à peu, au lieu de mettre des limites à ce qui te brise, tu commences à te briser de l'intérieur. Le stoïcisme enseigne que la chose la plus précieuse que tu peux faire est de regarder la réalité en face. Il ne s'agit pas de tout résister sans te plaindre, mais d'arrêter de nier ce qui est déjà évident. Parce que chaque excuse que tu inventes est une façon de céder ton pouvoir. De rester là où on ne te choisit plus, de supporter ce que tu ne devrais pas tolérer. Et même si tu crois que tu sauves la relation, en réalité, tu perds le respect de toi-même. Ne confonds pas la compréhension avec l'abandon de soi. Comprendre l'autre personne ne signifie pas justifier tout ce qui te fait du mal. Être patient n'est pas la même chose que de rester silencieux quand quelque chose te consume déjà. Être fort, d'un point de vue stoïcien, n'est pas supporter l'insupportable, mais avoir le courage d'agir avec clarté. La douleur est un signal. Et si tu la ressens constamment, si tu te sens vide dans une relation qui te remplissait auparavant, tu n'es pas en train de dramatiser, tu es en train de te réveiller. Souvent, éviter de nommer la douleur est une stratégie pour ne pas avoir à prendre de décision. Tu sais que si tu la reconnais, si tu l'acceptes, tu vas devoir agir. Et agir signifie être mal à l'aise, changer, peut-être lâcher prise. Mais prétendre que rien ne se passe ne fait qu'allonger la souffrance. Plus qu'une protection, cela devient une auto-agression. C'est la première étape. Arrête de te mentir à toi-même. Arrête de défendre ce qui n'a plus de sens. Arrête de regarder le passé comme s'il était une promesse d'avenir. Et surtout, arrête de transformer ta douleur en quelque chose d'acceptable, simplement parce que tu as peur d'affronter la vérité. Le stoïcisme ne te demande pas de ne pas ressentir. Il te demande de ne pas ignorer ce que tu ressens, d'observer ta douleur sans peur et de prendre des décisions à partir de ce qui est, pas de ce que tu aimerais qu'il soit. Si tu as mal, il est temps d'agir. Si quelque chose te brise, ne le justifie pas, arrête-le. Et si quelqu'un a cessé de te choisir, c'est ton devoir de te choisir à nouveau. Ne couvre pas ce qui crie pour être entendu. N'adoucis pas ce qui te coupe déjà de l'intérieur. Le respect commence par accepter ce qui fait mal, pas par le maquiller. 2. Apprends à écouter ce que le silence crie. Il y a des silences qui accompagnent et il y a des silences qui détruisent. Tous les vides ne sont pas les mêmes. Dans une relation, le silence peut être un refuge de paix, mais il peut aussi être la preuve la plus claire que quelque chose s'effondre. Et ce qui est dangereux n'est pas le silence en lui-même, mais ce que nous décidons d'ignorer quand nous l'écoutons. Parce que ce silence n'est pas un hasard. Il dit quelque chose. Il crie, même s'il n'utilise pas de mots. Et si tu ne sais pas le lire à temps, il peut t'entraîner avec lui. Lorsqu'une relation se refroidit émotionnellement, la première chose qui disparaît ne sont pas les grands gestes, mais les petits. Le regard complice, la conversation spontanée, le rire partagé, l'intérêt sincère pour comment s'est passée ta journée. Tout cela commence à s'effacer et est remplacé par une sorte de distance déguisée en calme. Et toi, au lieu de faire face à ce froid, tu commences à t'adapter, tu t'habitues au silence, tu te résignes à ce que la connexion n'existe plus. Mais l'âme le remarque, et ce vide commence à faire mal, même quand il n'y a pas de dispute ou de cri.
Écouter le silence signifie reconnaître que la communication ne coule plus, que les mots semblent forcés ou qu'ils n'arrivent tout simplement plus. C'est comprendre que l'autre a cessé de poser des questions parce qu'il a cessé de s'intéresser, ou que tu as cessé de parler parce que tu sais qu'il n'y a plus de place pour ce que tu ressens. C'est te rendre compte que la relation est devenue un lieu où il y a une présence physique, mais une absence émotionnelle. Et cela, bien que cela ne sonne pas fort, pèse plus que n'importe quel cri. Depuis le stoïcisme, on nous apprend à observer la réalité avec objectivité. Il ne s'agit pas de supposer le pire ni d'exagérer chaque changement de comportement. Il s'agit de voir clairement ce qui se passe, sans l'embellir. Si le silence est devenu plus constant que la conversation, si la distance émotionnelle grandit chaque jour, si tu te sens seul, même s'il y a quelqu'un à tes côtés, alors il est temps d'écouter. Parce que tout ne se dit pas avec des mots. Et souvent le corps, le ton, l'indifférence disent plus que 1000 phrases douces. N'attends pas une explication formelle lorsque la déconnexion se produit déjà devant tes yeux. Toutes les personnes n'ont pas le courage de dire qu'elles ne ressentent plus la même chose. Certains se retirent en silence, d'autres s'éteignent lentement et tu restes à attendre une clarté qui n'arrivera pas. C'est là que ta responsabilité entre en jeu. Arrêtez de dépendre de ce que l'autre dit et commencez à interpréter ce qu'il dit déjà avec son attitude, son absence, sa froideur. Écouter le silence n'est pas sombrer dans la paranoïa, c'est développer une sensibilité émotionnelle. C'est te rendre compte que quelque chose a changé, que vous ne communiquez plus comme avant, que ce qui était naturel avant semble maintenant forcé. Et au lieu d'attendre que quelque chose change magiquement, tu dois agir avec maturité, parler, confronter, demander, ou si tout est déjà dit entre les lignes, décider. Ignorer le silence ne fait que le rendre plus grand. L'accepter est le premier pas pour retrouver ta voix, ta clarté et ta dignité. Ne t'habitue pas à vivre avec le doute constant de savoir si tu comptes encore pour lui. Ne continue pas à normaliser l'indifférence comme si elle faisait partie de l'amour. Le véritable amour ne se tait pas, il communique. Et si le silence persiste, c'est parce que quelque chose de profond s'est brisé. Apprends à écouter ce que le silence crie. Et aie le courage de répondre avec ta vérité, même si cela implique de fermer une porte que personne ne franchit plus. 3. Ne supplie pas de réponse là où il y a déjà eu un adieu. Aimer quelqu'un qui est déjà parti, c'est comme crier dans une pièce vide en espérant que l'écho te réponde. Tu peux élever la voix, tu peux répéter 1000 fois les mêmes questions, mais à la fin, la seule chose que tu vas entendre est ta propre douleur rebondissant contre les murs. Et c'est ce que beaucoup de gens font après une déconnexion émotionnelle. Ils restent là, implorant des explications, là où il n'y a plus personne prêt à les donner. Il est difficile d'accepter que quelque chose s'est terminé sans une clôture claire. Il reste le sentiment qu'il manquait une conversation, une raison, une réponse qui donne un sens à tant de vide. Et ce désir de comprendre devient une obsession. Tu commences à examiner chaque détail, chaque mot, chaque changement d'attitude. Tu tournes tout dans tous les sens à la recherche d'un signe qui justifie pourquoi ce qui s'est passé. Mais pendant que tu fais ça, tu restes coincé dans un endroit où il n'y a plus rien de nouveau à découvrir, seulement plus de la même chose. Absence, indifférence, silence. Et c'est que souvent, ce n'est pas qu'il manque une réponse. C'est qu'elle a déjà été donnée sous forme de distance, de froideur, de déconnexion. Tu ne voulais simplement pas la voir parce que ça fait mal, parce que tu espérais autre chose, parce que tu voulais qu'au lieu de partir sans rien dire, il reste pour t'expliquer pourquoi il ne pouvait plus rester. Mais cela n'arrive pas toujours. Et c'est là que commence le véritable défi. Arrêtez de chercher à l'extérieur une clarté que tu ne trouveras qu'à l'intérieur. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas dépendre des actions ni des paroles des autres pour trouver la paix. Parce que si ton bien-être émotionnel est lié à ce qu'une autre personne décide de te révéler, alors tu cèdes le contrôle de ta vie. Tu n'as pas besoin d'une déclaration finale pour assumer qu'une relation est terminée. Tu n'as pas besoin d'une confession pour valider ce que tu ressens déjà.
La déconnexion ne vient pas toujours avec un « au revoir » explicite. Parfois, elle ne vient qu'avec une série d'actes qui crient « je ne suis plus là ». Et continuer à chercher des explications après cela, c'est une façon de rester coincé dans la même douleur. C'est comme essayer de ranimer quelqu'un qui ne respire plus juste pour lui demander pourquoi il est mort. Ça ne sert à rien. Ça ne guérit pas. Ça ne change rien. Au contraire, ça te fait sombrer davantage. Accepter que quelqu'un est parti sans te donner ce que tu méritais, sans répondre à tes questions, sans clore le cycle avec maturité, est l'une des choses les plus difficiles que tu vas affronter. Mais c'est aussi l'une des plus nécessaires, parce que c'est seulement ainsi que tu peux commencer à fermer cette porte de ton côté, sans attendre que l'autre revienne pour t'aider à le faire. Ta paix ne peut pas dépendre d'une réponse étrangère. Ta clôture n'a pas besoin d'approbation. Ta dignité commence quand tu arrêtes de supplier des explications et décides d'avancer avec ce que tu sais déjà. Parce qu'au fond, tu le sais. Tu sais qu'on ne te choisit plus. Tu sais que ce qui était là n'est plus. Tu sais que continuer à insister ne fait que te laisser dans un endroit plus petit, plus brisé, plus vide. Ne supplie pas de réponse là où il y a déjà eu un adieu. N'insiste pas pour rester là où ils t'ont clairement lâché. Parfois, le silence de l'autre est la réponse la plus honnête que tu vas recevoir. Et ton travail n'est pas de lutter contre cela, mais de le comprendre et de continuer à avancer la tête haute. 4. Trace la ligne où se termine ta paix. Être dans une relation qui ne te fait plus de bien est comme rester dans une pièce qui se remplit de fumée. Au début, tu le remarques à peine, ça pique un peu dans la gorge, ça gêne pour respirer. Mais si tu restes là à faire semblant que rien ne se passe, avec le temps cette fumée commence à t'étouffer. Et le plus dangereux, c'est que tu t'y habitues. Tu apprends à vivre dans cet air pollué, en croyant que c'est normal, en espérant qu'il se nettoie tout seul. Mais il ne part pas, et plus tu restes là, plus tu te fais de mal. Cette fumée est tout ce qui te vole ta tranquillité, le silence qui dérange, les regards vides, les réponses sans émotion, les changements d'attitude qui font mal, mais que tu tais. Ce sont les nuits où tu ne peux pas dormir à cause de ce qui se passe. Ce sont les fois où tu réprimes ce que tu ressens par peur de paraître exagéré. Ce sont les disputes évitées, les questions sans réponse, les mots qui n'arrivent plus. Tout cela s'accumule jusqu'à ce qu'un jour, sans t'en rendre compte, tu aies perdu ta paix. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne prennent pas le temps de le reconnaître. Ils confondent amour et endurance. Ils pensent que l'affection se montre en supportant tout, même ce qui fait mal. Mais l'amour véritable ne se mesure pas à ce que tu peux tolérer. L'amour est aussi respect, soin, réciprocité. Lorsque l'un de ces piliers tombe, ce que tu soutiens n'est plus de l'amour, c'est un reflet déformé du passé. Le stoïcisme nous apprend à voir la réalité telle qu'elle est, sans fioriture. Il ne s'agit pas de fuir au premier conflit, mais d'avoir la sagesse de savoir quand quelque chose a cessé d'être sain. Tu ne peux pas contrôler comment l'autre personne agit, mais tu peux décider de la place qu'elle occupe dans ta vie. Et si maintenir cette relation exige de sacrifier ta stabilité émotionnelle, tu as franchi une ligne que tu n'aurais pas dû franchir. Tracer la ligne, c'est t'arrêter et te demander « Est-ce que cela me fait du bien? Est-ce que je me sens écouté, valorisé, en paix ?» Et si la réponse est non, alors tu as besoin d'agir. Pas par impulsion, mais par respect pour toi-même. Faire comprendre ce que tu n'es pas prêt à continuer à tolérer. Poser des limites, non pas comme une punition, mais comme une façon de protéger ton bien-être. Parce que si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera pour toi. Souvent, le plus difficile n'est pas de s'éloigner de quelqu'un qui te fait du mal, mais d'accepter que cette personne n'est plus ce qu'elle était. Mais rester où tu ne grandis plus, où on ne t'écoute pas, où tu te sens moins, ne fait que t'épuiser davantage chaque jour. Et ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance émotionnelle déguisée. Tu n'as pas besoin d'une trahison évidente pour décider de t'éloigner.
Parfois, il suffit de réaliser que tu ne peux plus respirer tranquillement dans cette relation, que tu vis en tension, que chaque conversation se sent comme une corde sur le point de se rompre. Cela, en soi, est une raison suffisante pour tracer ta ligne et récupérer ton espace. Ta paix ne peut pas être constamment en jeu, elle ne peut pas dépendre de l'humeur de quelqu'un d'autre ou de ce qu'il est prêt à te donner ce jour-là. Tracer la ligne, c'est dire « Je me respecte assez pour ne pas rester dans un endroit qui me fait du mal ». C'est te protéger, prendre soin de toi, revenir à toi. Et quand tu le feras, tu verras plus clairement tout ce que tu tolérais par peur auparavant. Parce que la tranquillité, celle que tu as cherchée à l'extérieur, commence lorsque tu choisis de te donner la priorité. 5. Ne confonds pas les complications avec l'affection. L'affection ne devrait pas faire mal. Elle ne devrait pas te laisser confus ou mentalement épuisé. Mais souvent, quand tu es émotionnellement attaché à quelqu'un, tu t'habitues à une forme de lien qui est plus faite de chaos que de soins. Et le pire, c'est que tu le confonds avec l'intensité, la passion, l'amour. Mais ce n'est pas le cas. Un lien qui te maintient constamment dans un état d'anxiété, de doute ou d'instabilité émotionnelle n'est pas de l'affection. C'est un enchevêtrement émotionnel qui ne fait que t'envelopper davantage dans quelque chose qui, au fond, te fait du mal. Il y a des relations où tout est incertain, où tu ne sais pas si tu vas bien ou mal. Un jour, on te dit qu'on t'aime, le lendemain, on ne répond pas à tes messages. On te comble d'attention quand on sent que tu t'éloignes, et on t'ignore quand on sait que tu es proche. Ce va-et-vient, ce jeu émotionnel, crée une dépendance qui te piège. Et toi, confus, tu commences à penser que ces montagnes russes sont une preuve qu'il y a des sentiments réels. Mais la vérité est que ce que tu vis n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation émotionnelle, c'est de la confusion déguisée en connexion. Le stoïcisme enseigne qu'un esprit calme est le reflet d'une vie alignée sur la vérité. Et si une relation te déstabilise constamment, si tu passes plus de temps à essayer de décrypter ce que ressent l'autre personne qu'à partager des moments de paix, alors quelque chose ne va pas. L'amour ne devrait pas te maintenir en alerte. Tu ne devrais pas avoir l'impression de devoir gagner chaque geste, chaque mot, chaque marque d'affection. L'amour sain se donne, il ne se mendie pas, il s'exprime, il ne se cache pas. Mais quand tu es pris dans un enchevêtrement émotionnel, tu finis par accepter le minimum comme si c'était suffisant. Tu te contentes d'un message de temps en temps, d'une excuse vague, de promesses sans fondement. Tu justifies tout. Tu te dis que c'est sa façon d'aimer, qu'il n'est pas bon avec les mots, qu'il traverse une période difficile. Et pendant ce temps, tu t'éteins. Tu réduis tes besoins pour t'adapter à une relation qui ne fonctionne que lorsque tu te fais plus petit. Confondre complication avec affection est dangereux car cela te fait normaliser l'instabilité. Tu crois que le problème vient de toi, que tu en demandes trop, que tu exagères. Mais non, tu n'as pas tort de vouloir de la clarté, de vouloir de la présence, de vouloir un amour qui ne t'épuise pas. Tu as tort d'accepter que ce qu'on te donne est le meilleur que tu puisses avoir. Une relation ne devrait pas ressembler à un casse-tête émotionnel. Tu ne devrais pas constamment interpréter les silences, deviner les intentions, attendre des changements qui n'arrivent jamais. Une relation n'est pas une épreuve constante de résistance émotionnelle. Et si c'est ce que tu vis, alors il est temps de t'arrêter et de revoir ce que tu appelles amour. Il ne s'agit pas non plus de chercher la perfection. Toutes les relations ont des hauts et des bas. Mais il y a une différence entre traverser des moments difficiles et vivre dans des montagnes russes constantes. L'affection réelle construit, elle ne confond pas. Elle apporte de la stabilité, pas de l'anxiété. Elle te fait te sentir vu, pas ignoré. Et si cela n'est pas présent, alors ce que tu as n'est pas de l'affection. C'est un piège émotionnel. La voie stoïcienne nous rappelle que nous devons être en paix avec nous-mêmes avant d'être liés à des liens qui nous fragmentent. Si une relation te dérange à l'intérieur, si elle ne te permet pas de penser clairement ou de vivre tranquillement, tu n'as pas à y rester. Tout ce qui est intense n'est pas vrai. Parfois, le plus toxique est déguisé en amour passionné.
Ne confonds pas ce qui te complique avec ce qui te soigne. L'amour authentique n'a pas besoin de jeu ni de confusion pour se sentir réel. Il se remarque, il se vit, il se respire calmement et surtout, il ne te fait pas douter de ta valeur. 6. Quand tu arrêtes de supplier, tu commences à te respecter. Supplier pour de l'amour est comme essayer de remplir un verre cassé. Peu importe combien tu donnes, combien tu verses, combien tu insistes, rien ne reste, tout s'en va. Et le plus tragique est que bien souvent tu continues à verser ton énergie, ton temps, tes émotions, en espérant qu'à un moment donné, quelque chose change, que l'autre personne répare ce que tu ne peux pas. Mais ce n'est pas ta responsabilité de soutenir l'insoutenable, ni ton devoir d'essayer de réparer ce qui ne t'appartient pas. Supplier ne se voit pas toujours comme une supplication ouverte. Souvent, c'est silencieux. C'est dans les messages que tu envoies encore et encore sans réponse. Dans les explications que tu donnes sans que personne ne les ait demandées. Dans les excuses que tu offres juste pour apaiser quelqu'un qui n'est pas disposé à t'écouter. Supplier, c'est s'efforcer de s'intégrer dans un endroit où l'on ne te fait plus de place. Et plus tu le fais, plus tu t'oublies. Le problème est que tu t'es convaincu que l'insistance est une forme d'amour. Que si tu te bats assez, l'autre personne va changer, va revenir, va te donner ce qu'elle te refuse. Mais non, l'amour n'a pas besoin de pression, il n'a pas besoin de supplication. Le véritable amour coule, il se construit à deux. Ce n'est pas une bataille solitaire. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas nous attacher à ce qui ne dépend pas de nous. L'amour de l'autre, son engagement, sa clarté émotionnelle ne sont pas sous ton contrôle. La seule chose que tu peux décider est jusqu'où tu es prêt à aller sans perdre ta dignité. Et si l'autre personne ne répond pas, ne choisit pas, ne prend pas soin, alors ta tâche n'est pas d'insister, c'est de te retirer avec respect de toi-même. Insister là où tu as déjà été ignoré n'est pas du courage, c'est de la peur. Peur d'être seul, peur du silence, peur d'accepter que quelqu'un que tu as aimé ne ressent plus la même chose. Mais rester à supplier ne va pas combler ce vide. Cela ne fera que le creuser davantage. Et plus tu passes de temps là, plus il sera difficile de te reconnaître. Quand tu arrêtes de supplier, quelque chose d'important se produit. Tu retrouves ta voix, tu te réécoutes, tu te revois. Parce que tu n'es plus concentré sur ce qu'on ne te donne pas, mais sur ce que tu mérites. Et c'est là que commence le respect. Non pas quand l'autre change, mais quand tu décides d'arrêter de te donner à quelqu'un qui ne sait pas te recevoir. Beaucoup confondent l'acte de se retirer avec celui de se rendre. Mais ce n'est pas une reddition, c'est une prise de conscience. C'est savoir que tu ne peux pas construire une relation uniquement avec tes forces. C'est comprendre que ton amour ne doit pas être un outil pour convaincre, mais une expression de quelque chose de mutuel. Si ce n'est pas le cas, alors tu nourris simplement une illusion. Arrêter de supplier ne signifie pas que ça ne fait pas mal. Ça fait mal, parce qu'il y a des souvenirs, des promesses, des émotions réelles. Mais ça fait plus mal de te perdre toi-même dans le processus. Ça fait plus mal de regarder en arrière et de réaliser tout ce que tu as supporté par peur de lâcher prise. Alors lâche prise, laisse le verre cassé, garde ton énergie, dirige ton affection vers toi. Parce que quand tu le feras, quand tu mettras finalement cette limite invisible entre ce que tu mérites et ce que tu reçois, tu commenceras à marcher différemment, avec plus de fermeté, avec plus de clarté et surtout avec plus de respect pour toi. Tu n'es pas né pour mendier de l'amour, tu es né pour le partager en liberté. Et ce respect commence au moment exact où tu décides d'arrêter de supplier. 7. Ne porte pas des émotions qui ne sont pas nées de toi. Il y a un fardeau que l'on ne voit pas, mais qui pèse plus lourd que n'importe quelle valise, celui de porter sur ses épaules les émotions, les culpabilités et les responsabilités qui ne sont pas les tiennes. Dans de nombreuses relations, surtout lorsque le lien commence à se briser, l'un des deux commence à absorber le malaise de l'autre comme s'il était de sa faute. Tu te charges de ses colères, de son indifférence, de sa froideur.
Tu te demandes constamment ce que tu as fait de mal, où tu as échoué, comment tu aurais pu éviter l'éloignement. Mais ce que tu ne te demandes pas, c'est « Est-ce que cela m'appartient vraiment ?» Il est facile de se perdre dans ce jeu. Quand l'autre se ferme, tu insistes. Quand l'autre évite, tu cherches des explications. Quand l'autre s'éloigne, tu le justifies. Et sans t'en rendre compte, tu commences à porter des émotions qui naissent de son monde intérieur, pas du tien. Tu te remplis d'anxiété à cause de son manque de communication. Tu te blâmes pour sa mauvaise humeur. Tu te sens responsable d'une distance qui, souvent, n'a rien à voir avec toi. Mais tu le portes sur toi comme si c'était ton devoir de le résoudre. Le stoïcisme enseigne quelque chose de très clair. Tu ne peux pas contrôler ce qu'une autre personne ressent, pense ou fait. Tu ne peux prendre en charge que tes propres émotions, tes actes, ta façon de répondre. Et c'est libérateur, parce que cela signifie que tu n'as pas à absorber tout ce qui se passe autour de toi. Tu n'es pas obligé de combler les vides émotionnels de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas ici pour guérir ce que tu n'as pas blessé, ni pour porter l'instabilité émotionnelle que l'autre ne sait pas gérer. Lorsque tu assumes la responsabilité émotionnelle de l'autre comme si elle était la tienne, tu finis par te déconnecter de toi-même. Tu commences à agir par culpabilité, pas par amour, par peur, pas par clarté. Tu essaies de réparer ce que tu n'as pas cassé, de sauver ce qui ne te concerne pas, de soutenir ce que l'autre a lâché. Et cela, inévitablement, t'épuise. Il est important de comprendre que toutes les émotions que tu perçois dans une relation n'ont pas à être traitées par toi. Si l'autre personne est distante, silencieuse, irritable ou absente, cela ne signifie pas toujours que tu as fait quelque chose de mal. Elle peut être en train de gérer ses propres conflits, ses vides non résolus, ses frustrations personnelles. Mais si tu absorbes tout cela comme si tu étais le coupable, alors tu deviens le dépotoir émotionnel de quelqu'un qui n'est même pas prêt à parler clairement. Et le plus dangereux, c'est que tu t'habitues à cette dynamique. Tu finis par croire que l'amour implique de porter tout, même ce qui te brise. Mais non. Aimer n'est pas se sacrifier complètement. Ce n'est pas s'effacer pour que l'autre aille bien. L'amour sain implique une responsabilité partagée, un soin mutuel, une communication réelle. Si tu es le seul à prendre en charge le maintien de la relation, alors tu es plus proche de l'abandon que de l'amour. Cesser de porter ce qui n'est pas à toi ne fait pas de toi une personne froide ou égoïste. Cela fait de toi quelqu'un de conscient, quelqu'un qui sait où commence et se termine sa responsabilité, quelqu'un qui est prêt à accompagner mais pas à couler. Parce que tu peux être à côté de quelqu'un qui a des difficultés, mais cela ne signifie pas que tu dois porter ses blessures. Tu n'es pas venu dans cette vie pour sauver qui que ce soit. Tu es venu pour construire des relations où les deux se soutiennent, s'écoutent et se soignent. Si cela n'existe pas, si le poids émotionnel retombe toujours sur toi, alors il est temps de lâcher le sac à dos qui ne t'appartient pas. Ne porte pas des émotions qui ne sont pas nées de toi. Respecte ton espace émotionnel et rappelle-toi, aider n'est pas la même chose qu'absorber. Être présent n'est pas la même chose que disparaître à l'intérieur. 8. Ne te laisse pas séduire par des mots qui n'ont pas de soutien. Il y a des phrases qui sonnent belles, mais sont vides. Des mots qui semblent amour, mais ne sont qu'une stratégie pour te retenir un peu plus. Je ne veux pas te perdre. Tu me manques. Je vais changer. J'ai juste besoin de temps. Et bien que chacune de ces promesses t'allume l'espoir pour un moment, la vérité est que si elles ne sont pas accompagnées d'actions claires, fermes et cohérentes, elles ne signifient rien. Une personne peut te dire qu'elle t'aime tout en t'ignorant. Elle peut te demander de la patience tout en te blessant. Elle peut promettre de s'engager tout en continuant à agir avec indifférence. Et toi, avec le cœur plein d'envie de croire, tu commences à justifier l'injustifiable. Tu t'accroches à ces phrases comme si elles étaient la preuve qu'il y a encore quelque chose de réel, même si les faits te prouvent le contraire tous les jours. Le plus difficile, dans une déconnexion émotionnelle, n'est pas le silence, c'est quand il y a encore de belles paroles qui te confondent. C'est quand on te dit ce que tu veux entendre, juste au moment où tu es sur le point de prendre la décision de partir.
Et là, dans ce moment de faiblesse émotionnelle, tu t'arrêtes, tu repousses, tu te convaincs que peut-être cette fois-ci c'est sérieux, mais ce n'est pas le cas, parce que les mots sans soutien ne sont que de la fumée, et la fumée, aussi dense soit-elle, ne soutient pas une relation. Le stoïcisme enseigne à regarder la réalité avec objectivité, à ne pas se laisser emporter par les apparences ou les émotions momentanées. Et cela s'applique aussi à l'amour. Il ne s'agit pas de ce que quelqu'un dit qu'il ressent, mais de comment il agit quand cela compte le plus. L'amour ne se démontre pas seulement dans les discours, il se démontre dans les moments difficiles, dans les détails constants, dans la cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Quand quelqu'un veut vraiment être avec toi, il ne le dit pas seulement, il le montre, il est présent, il t'écoute, il fait l'effort, il change ce qui fait mal, il s'engage, pas seulement avec des mots, mais avec des actes. Et si cela ne se passe pas, alors peu importe ce qu'on te dit que tu veux entendre, la vérité est déjà devant toi. S'accrocher à des promesses vides est une forme d'auto-tromperie. C'est attendre que l'autre devienne la version qui n'existe que dans ton esprit. C'est vivre d'attente pendant que la réalité te frappe tous les jours. Et dans ce processus, tu t'épuises, tu t'éteins. Parce qu'il n'y a rien de plus douloureux que de soutenir une relation avec de belles paroles et des actes absents. Tu as le droit d'attendre de l'amour, mais tu ne devrais pas avoir à supplier pour la cohérence. Tu ne devrais pas avoir à rassembler les pièces du puzzle émotionnel de quelqu'un d'autre, simplement parce qu'il a dit une fois qu'il t'aimait. L'amour ne concerne pas seulement ce qui est dit dans les moments de culpabilité, de regret ou de peur de perdre. Le véritable amour se soutient par la présence, par les actions, par un véritable soin. Te laisser séduire par des mots vides, c'est rester au même endroit par peur d'avancer. C'est croire que le changement est sur le point d'arriver quand tu sais déjà qu'il n'arrivera pas. Et ce n'est pas du romantisme, c'est du déni. C'est te mettre un bandeau sur les yeux quand tu as déjà vu tout ce que tu devais voir. Ne te laisse pas manipuler par des phrases qui n'apparaissent que lorsque tu es sur le point de lâcher prise. Si cette personne ressent vraiment ce qu'elle dit, elle le montrera sans que tu aies à l'exiger. Et si elle ne le fait pas, alors elle ne prend pas soin de toi. Elle essaie juste de te retenir. Plus de discours sans acte, plus de je t'aime sans présence, plus de je vais changer sans véritable transformation. L'amour ne vit pas dans la bouche, il vit dans les actes. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.